Ok, c'est bon, c'est lancé. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dans le cadre du festival Game Over. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pierre Gilbert, qui est auteur de l'ouvrage Le géomimétisme, réguler le changement climatique par la nature. Et donc, pour cette conférence, on va se pencher sur ce que c'est le géomimétisme, le lien avec la géo-ingénierie. Euh, donc, voilà, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez passer par la discussion, le chat ou par l'onglet questions-réponses. Donc, reportée d'un an, la COP26 se positionne aujourd'hui comme la future héritière de la COP21 qui s'était tenue en 2015 et qui a marqué un tournant majeur dans la politique, dans la gouvernance climatique par l'accord de Paris qui engage les États signataires à respecter une limitation de maximum 2 degrés d'augmentation de la température d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour cette nouvelle COP, la COP26, les objectifs vont être revus à la hausse. Des accords contraignants pourraient y voir le jour et une nouvelle étape pourrait être franchie en matière de gouvernance climatique. Les États sont d'ores et déjà sur cette lignée, tandis que l'Europe s'est fixé un objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030 par rapport à l'ère pré-industrielle, tandis que le Royaume-Uni veut réduire de 68% ses émissions de CO2. Donc réduire ces gaz à effet de serre est un pari conséquent, engage l'ensemble de la société. Donc les lobbyistes de la géo-ingénierie en sont conscients et vendent des solutions technologiques aux États qui permettrait de perpétuer le business à ce jour. Donc, comment atteindre ces objectifs fixés par la COP26? Quelle différence entre le géomimétisme et la géo-ingénierie et quels sont en fait les dangers que représente cette conception, la géo-ingénierie, technicite de la nature? Pierre Gilbert, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marine. Et puis, moi, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir être présent physiquement à Grenoble parce que je suis un ancien de Sciences Po Grenoble et j'aurais adoré pouvoir refaire un petit coucou aux montagnes et aux gens, évidemment. Bon, vaste question que tu me poses là. Donc, effectivement, c'est intéressant d'introduire sur la COP26 qui arrivera probablement en novembre prochain et qui est la COP la plus importante depuis 5 ans, depuis la COP 21, parce que en fait, les États vont avoir le challenge de revoir à la hausse leurs ambitions pour se conformer à un objectif de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que pour l'instant, l'objectif de la COP 21, c'est plus 2 degrés. Bon, ça, c'est des objectifs théoriques. Dans la pratique, les États en sont très, très loin, puisque si on accumule leur participation nationale à cet objectif global, eh bien, pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de plus 3,2 degrés. Et, et les dernières annonces de certains États en vue de la COP26 ne laissent pas présager grand-chose de très réjouissant, disons. Et dans ce contexte-là, on nous parle de plus en plus du rôle de ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire le fait de capturer du CO2 dans l'atmosphère. Il faut savoir que voilà, 70% des émissions de l'humanité, c'est le fait de brûler chaque année du pétrole, du charbon et du gaz. Les 30% autres, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture, etc. Donc voilà, l'objectif, si on veut rester sous les 2 degrés, c'est de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Et ça présuppose réduire drastiquement notre consommation d'énergie carbonée. Il faudrait qu'on divise par 8 nos émissions d'ici 2050 et les quelques émissions qui restent, ce qu'on appelle les émissions résiduelles, puisque l'humanité consommera toujours encore un peu d'énergie fossile, il faudra les compenser en absorbant ce trop-plein grâce à des puits de carbone. C'est là où ça se complique un peu, c'est que dans les rapports du GIEC, sur lequel se basent les COP, dans le dernier en l'occurrence, 3/4 des scénarios du GIEC mentionnent les émissions négatives comme un paquet dans lequel on retrouve plein de choses différentes pour absorber ce surplus de CO2.
Donc, on retrouve, par exemple, de l'afforestation à grande échelle, hein, le fait de planter des arbres, hein, c'est un truc auquel on pense spontanément et c'est normal. Mais on retrouve aussi mention de la géoingénierie, c'est-à-dire du fait de capturer du CO2 grâce à des machines, en l'occurrence. Et c'est là où, en fait, il y a vraiment un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que alors, la géoingénierie, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour commencer, c'est le fait de modifier le climat artificiellement, enfin, grâce à la technologie. La géoingénierie, elle a plusieurs visages. Il y a plusieurs types de géoingénierie. Il y a une géoingénierie qui s'intéresse au cycle de l'eau, c'est-à-dire typiquement comment est-ce qu'on peut faire pleuvoir en émettant dans l'atmosphère des iodures d'argent, des microparticules qui font condenser les gouttes. Donc ça, on sait bien faire depuis la guerre du Vietnam, notamment, où les Américains utilisaient déjà cette technique pour notamment inonder, faire éclater les nuages de la mousson et inonder la piste Ho Chi Minh pour embourber les Viet Cong. Et puis, c'est une technologie qui a été, disons, peaufinée. Aujourd'hui, on a typiquement le gouvernement de Pékin qui nous dit que d'ici 5 ans, ils seront prêts à faire pleuvoir quand ils veulent sur la moitié de leur territoire. Et bon, ça pose tout un tas de questions parce que quand on peut faire éclater des nuages sur son territoire en envoyant des avions ou des roquettes avec des iodures d'argent, et ben, ce nuage, il ne va pas forcément finir sa course là où il aurait dû. Et typiquement, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup des nuages qui sont censés aller buter contre les contreforts de l'Himalaya, faire pleuvoir, alimenter les glaciers qui alimentent des fleuves qui sont extrêmement importants. Le Mékong, le Brahmapoutre, en fait des fleuves qui ne sont pas seulement sur le territoire chinois. Donc et qui alimentent 2 milliards d'êtres humains, au bas mot. Donc on a des problèmes d'ordre géopolitique avec la géoingénierie, mais on a d'autres types de géoingénierie, notamment une qui s'intéresse au rayonnement solaire. L'idée, c'est d'envoyer dans l'atmosphère des microparticules qui ont le rôle de mini-miroirs sur lesquels viennent rebondir les rayons du soleil. Et donc, du coup, comme ça, on refroidit la Terre et on compense l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Donc ça, il y a notamment une équipe à Harvard qui travaille beaucoup là-dessus, qui est financée par des gens comme Bill Gates, notamment, et d'autres de la Silicon Valley. C'est extrêmement dangereux parce que, en fait, il faut savoir que le rayonnement solaire, c'est ce qui déclenche tout sur Terre. C'est ce qui fait que la végétation grandit, c'est ce qui fait des différentiels de température entre la mer qui absorbe l'énergie, les terres qui absorbent différemment l'énergie en fonction de si on est sur un désert qui réfléchit ou si on est au-dessus de végétation. Ou voilà. Et en fait, cette différence de température, du coup, à la surface du sol, vont créer les vents, des vents qui concernent l'ensemble de la Terre, par effet courant d'air. Les vents créent les courants marins, avec la force de Coriolis, la force de la Terre qui tourne sur elle-même. Mais bon, bref. Donc, en fait, c'est toute la machinerie très complexe des vents et des courants marins, donc du cycle de l'eau, qui peut être perturbée parce que des apprentis sorciers s'amusent à faire rebondir des rayons du soleil à un endroit où, en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on est incapable de modéliser toute la complexité des effets en chaîne que ça pourrait avoir sur le climat. Donc ça, c'est encore un type de géoingénierie. Il y en a plusieurs autres. Hein. Il y a des gens qui veulent ensemencer les océans avec des poudres de fer pour faire exploser la quantité de plancton. Et du coup, le plancton, hein, comme les plantes, mais absorbe du carbone par photosynthèse et en fond de la matière organique. Et puis, on a celle qui m'intéresse un peu plus directement ici, c'est la géoingénierie qui consiste à absorber du CO2. Alors, on a plusieurs pratiques, notamment ce qu'on appelle le Direct Air Carbon Capture, le DAC, qui consiste grosso modo, très schématiquement, mais à faire passer l'atmosphère dans d'immenses filtres avec des turbines hein, pour comprimer l'air sur le filtre. Le filtre, on en extrait le CO2, on le compresse et on l'envoie dans des couches géologiques, en fait en sous-sol, dans des couches géologiques qu'on espère stables, pour que ce CO2 puisse recristalliser parce qu'on l'envoie dans des aquifères salins ou des couches stables, des anciennes nappes de pétrole, par exemple. On a plusieurs problèmes là parce que déjà, c'est une infrastructure énorme. On n'a pas les conditions de stockage du CO2 dans le sol partout sur Terre. Hein. Il y a quelques poches de gaz, enfin anciennes poches de gaz qui sont plus indiquées que d'autres, etc., etc. Donc il va falloir des grands tuyaux pour acheminer le CO2 là où on veut.
ça va consommer énormément de métal, parce que c'est toute une infrastructure, donc énormément d'émissions en plus. Et puis, tout ça consomme énormément d'énergie. Pour filtrer l'air, il faut... alors, on a des calculs pionniers, notamment un article de Nature qui est sorti le mois dernier, qui nous dit que selon la technologie la plus efficace en matière de DAC, pour absorber un quart des émissions annuelles de l'humanité, il faudrait que l'humanité augmente sa production d'énergie de 70%. Et ça, c'est juste pour fabriquer le sorbant à CO2, c'est-à-dire le produit qu'on met sur le filtre. Donc, on voit tout de suite que en fait, c'est complètement absurde dans les échelles. Et on a des partisans de cette technologie-là qui nous disent, mais non, en fait, on branchera directement des petites centrales nucléaires sur de vastes champs d'aspirateurs à CO2 et tout se passera très bien. Donc voilà, on fait fi de la consommation des ressources, etc. etc. Deuxième autre grande technologie d'absorption du CO2, c'est ce qu'on appelle le BECS, c'est-à-dire le fait de produire de l'énergie en brûlant de la matière organique, des arbres, tout ce qu'on veut, et en sortie de cheminée dans ces centrales, eh bien, là où le CO2 est assez disons, dense, eh bien, on le capture, comme avant, mais voilà, en sortie de cheminée. Alors, on a, comme pour le DAC, en fait, on n'a pas réellement de projet qui fonctionne à l'heure actuelle. Tout ça est très chimérique, tout ça est très théorique. Le seul exemple qu'on a de ce type d'usine à énergie en fonctionnement, c'est aux États-Unis. Et elle n'arrive qu'à capter que 15% de son CO2. Donc voilà. Et en fait, si on devait absorber toutes nos émissions par ce procédé-là, il faudrait doubler les surfaces agricoles de toute l'humanité pour produire assez de biomasse végétale. Donc, encore une fois, bon, c'est du toute chose égale par ailleurs, d'accord, mais on voit bien que sur les ordres de grandeur, c'est complètement contre-productif. Et on se fout par là de tout ce qui est biodiversité, de tout ce qui est les autres impacts, les objectifs de développement de l'ONU, les impacts sociaux, etc., etc. Donc, gros danger. Et alors, on peut se dire, mais alors, quel est l'intérêt de parler de ça? Bien, l'intérêt, c'est, encore une fois, il faut suivre qui sont les lobbies qui portent ça. Et pour avoir mené ma petite enquête, moi, à l'occasion de mon bouquin, en fait, ça ne trompe pas. Ceux qui soutiennent ce genre de technologie aujourd'hui, c'est ceux qui, les mêmes, mais finançaient le lobby du climato-scepticisme il y a 20 ans aux États-Unis. C'est-à-dire c'est BP, c'est Shell, c'est Chevron. C'est eux qui financent tout un tas de conférences, y compris qui ont lieu en France, à l'Assemblée nationale en 2019, mais où en fait on envoie partout dans le monde des speakers nous parler du DAC, du BECS et tout. Et juste pour m'attarder un peu sur cet exemple français, mais en l'occurrence, c'était un certain Giulio Friedman qui était venu faire sa conférence dans les sous-sols de l'Assemblée. Et ce monsieur-là, en fait, c'est l'ancien numéro 2 du ministère de l'énergie américain sous Obama. Et il était connu à l'époque comme un farouche défenseur du charbon propre, entre guillemets. Maintenant, il est conseiller spécial chez Total. Donc bon, voilà, ça parle de soi. Et puis, quand on s'intéresse un peu à quel discours il déploie, c'est très intéressant. Alors, il va nous brosser un portrait complètement catastrophique et réaliste du changement climatique. Il va citer les bonnes données, etc., etc. Donc là, on sera d'accord. Et puis ensuite, il va dire, face à ce cataclysme en cours, on a deux types de profils. On a les éco-romantiques, en gros, ce que d'autres appelleraient les Amish, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas que la technologie peut nous servir pour lutter contre le changement climatique. Et on a les éco-modernistes, un terme très amélioratif, pour qualifier tous ceux qui pensent que si la technologie doit avoir son rôle à jouer voilà, dans cette lutte. Donc, évidemment, les gentils. On crée un clivage gentil contre méchant, archaïque contre moderne, etc. Et en fait, ce clivage sémantique-là, c'est un monsieur qui s'appelle Steven Pinker qui l'a designé pour eux. Ce monsieur-là, il est très connu aux États-Unis. C'est un ancien linguiste, neuroscientifique, etc., de l'université d'Harvard, encore une fois. Et c'est un très, très grand libertarien. C'est-à-dire c'est un farouche défenseur du néolibéralisme le plus extrême. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, le but de ces gens-là, c'est bien de dissuader les États de contraindre l'activité économique. Pourquoi? Parce que, tout simplement,
quand on fait miroiter aux puissances publiques qu'on va potentiellement avoir des solutions technologiques pour le climat, on peut leur dire, bon, bah, finalement, prenez un peu votre temps, business as usual, on peut continuer de cramer un peu d'hydrocarbures, il n'y a pas de souci, soyez pas trop pressés, ne faites pas toutes les réformes fiscales, notamment toutes les réformes juridiques pour contraindre le marché, mais voilà. Donc le problème est là. Le problème est là. Et du coup, bah, moi, mon objectif à travers ce bouquin, c'était aussi de proposer un contre-modèle au discours, au récit de la géoingénierie. Et bah, ce contre-modèle, c'est celui qui va dire, bah, en fait, la nature est, de fait, fait bien les choses, puisque la nature, c'est un laboratoire de R&D qui a 3,5 milliards d'années de recherche dans les pattes. Et puis, c'est la définition de la durabilité. Le fait de s'appuyer sur les cycles naturels pour capturer du carbone, c'est la définition de la durabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce qui est plutôt facteur d'optimisme, quand on regarde un peu les chiffres du climat, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, etc., c'est de voir que, bah, en fait, 15% de l'ensemble du CO2 atmosphérique passe dans les plantes chaque année, dans les plantes et le phytoplancton. Donc c'est un flux, hein, et on a une partie qui repart dans l'atmosphère parce qu'il est respiré, mais il y en a une partie qui est transformée en matière organique, en bois, en masse, enfin voilà, en animal, en végétal, etc. Et sur cette partie-là, on a une petite partie qui est transformée en forme stable du carbone, c'est-à-dire en une forme qui ne sera pas dégradée tout de suite par des bactéries qui vont le retransformer en CO2. Donc ça peut être du bois qui dure longtemps. Enfin, on va voir ça un peu plus tard. Mais du coup, l'intuition fondamentale du géomimétisme, c'est de voir qu'on a ces puits naturels de carbone-là et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter au maximum leur potentiel. Faire en sorte que cette petite partie de CO2 qui se transforme en carbone stable soit la plus grande possible chaque année. Donc, donc voilà, donc on mise évidemment sur les puits naturels de carbone. Alors, un puits naturel de carbone, c'est quoi? Bon, bah, on pense spontanément aux forêts. On a aussi les sols agricoles. En agroécologie, on va y revenir, on a les zones humides, le permafrost et la biologie marine. Donc ça, c'est les 5 grands puits naturels de carbone que j'ai étudiés au sein de 5 chapitres de mon livre. Et, l'idée, c'est que dans chacun de ces grands milieux, le carbone, il est stabilisé d'une manière un peu différente. Mais fondamentalement, c'est la biodiversité qui permet d'absorber ce carbone. Et c'était un des autres angles très importants de mon bouquin, c'est dire qu'il n'y a pas de différence entre climat et biodiversité quelque part. Puisque plus ces puits naturels sont en forme, c'est-à-dire plus ils sont riches en biodiversité, plus ils vont réussir à capturer du CO2 et à le transformer en forme stable. Donc, la première conclusion un peu plus politique de ça, c'est de dire que ce n'est pas légitime de dissocier typiquement le GIEC et l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité. Et que ce n'est pas légitime de dissocier les COP et les COP biodiversité. On a bientôt la COP 15 biodiversité en Chine, hein, qui sera un très grand moment aussi. Bon, il faudrait dans l'idéal que tout ça ait lieu en même temps, puisqu'on parle fondamentalement des mêmes problématiques, et même qu'on y rajoute l'économique, etc. Bon, voilà pour l'intuition globale du géomimétisme. Et donc la question, c'est à partir de là, voilà, est-ce que le géomimétisme a un potentiel sur le climat? Parce que voilà, si on renforce ces puits naturels-là, bon, le changement climatique est déjà bien amorcé. Est-ce que ça peut suffire pour avoir un impact un peu intéressant? Bon, alors là, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que de toute façon, pour lutter contre le changement climatique, il faut tout faire en même temps et que puisque 70% de nos émissions, c'est les hydrocarbures, voilà, la priorité, c'est d'arrêter ça, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Mais sur les 30 autres pourcents, le changement d'affectation des sols, là, on a tout à gagner justement avec le géomimétisme. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. On se rend compte aussi que, en fait, le CO2, dans l'atmosphère, il a une durée de vie qui est assez importante.
il dure environ 100 ans. Il n'a pas la même capacité, sa capacité d'effet de serre baisse assez rapidement pendant en gros les 50 premières années, mais il reste longtemps dans l'atmosphère. Or, l'ensemble des émissions qu'on a produites depuis un siècle, elles ne sont pas toutes dans l'atmosphère. Il y en a à peu près 50% qui a été déjà absorbé par les océans et la végétation. En gros, sans cet effet de tampon-là, on serait non pas à plus 1,1 degré, mais on serait à plus 1,4 degré. Donc on peut se dire, en fait, la nature, elle est en sur-régime. En fait, elle est déjà au-delà de son rythme de croisière en termes d'absorption du CO2. Et donc c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a un potentiel, que les plantes peuvent, quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, mais être un peu plus rapide, un peu plus forte en termes de pluie. Bon, alors, il y a un autre corollaire un peu négatif, c'est que pour les océans, en fait, ce CO2 se transforme en acide carbonique qui acidifie les océans. Bon, bref, on y reviendra, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a potentiellement un levier de 30% relativement aux émissions annuelles actuelles, mais que peut permettre le géomimétisme. Donc, c'est déjà énorme. Et ça légitime déjà qu'il faut tout faire pour. Alors, le premier grand milieu qui nous intéresse, c'est la forêt, spontanément. La forêt, c'est 30% des surfaces émergées. Donc, il faut savoir que l'humanité, depuis qu'elle est humanité, on a abattu la moitié et que chaque année, la dégradation et la déforestation, c'est-à-dire les coupes franches du coup, et le fait qu'on abîme à des petits endroits la forêt, c'est 20% de nos émissions. Donc, c'est déjà énorme. Donc, en gros, en termes de géomimétisme, le premier truc à faire, c'est de préserver cette forêt, évidemment. Et donc, je vais peut-être accélérer un peu, mais voilà, l'idée, c'est de dire 1 hectare de forêt, par la photosynthèse, absorbe 10 tonnes de carbone chaque année, ce qui est quand même assez efficace. Là, on se rend compte un peu de... Alors, comment est-ce que les arbres absorbent ça très rapidement? Tout le monde a fait ses cours de biologie, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais la photosynthèse, l'énergie solaire, le CO2 dans la feuille avec de l'eau, ça crée de la lignine, ça crée des sucres, ça crée du bois en fait. Mais il y a une partie de ces sucres créés que l'arbre va envoyer grâce à ses racines dans le sol pour nourrir des champignons, pour nourrir ce qu'on appelle les mycorhizes, qui sont des réseaux de fins filaments qui vont inonder toute la forêt, qui vont connecter les arbres ensemble et qui vont aller puiser des ressources pour les arbres et puiser de l'eau. Donc, ils vont attaquer des cailloux pour en extraire des minéraux qui vont donner aux arbres en échange de ces sucres. Donc, en gros, faut bien avoir en tête que les arbres sont des créatures sociales quelque part et qu'elles s'échangent même entre eux des ressources. En fait, les arbres ont inventé la sécurité sociale. Mais alors, du coup, ces champignons ont un rôle climatique très important parce qu'ils créent de la biomasse dans le sol, mais qui créent aussi de la colle pour tenir les sols et qu'en fait, c'est les seuls organismes qui peuvent manger ce qu'on appelle la lignine, qui est disons, de la matière organique produite par les arbres, mais qui est très dure, que les autres animaux, que les autres plantes ne peuvent pas forcément attaquer. Voilà, donc l'arbre, il perd ses feuilles chaque année. Donc chaque année, tout ça se retrouve sur le sol. Là, c'est mangé par tout un tas de petits animaux qui vont couper très fin tout ça, qui vont extraire les sucres de cette lignine, etc. etc. Mais, et une fois qu'on a cette poudre très fine, les champignons vont pouvoir attaquer la lignine et transformer ça en humus. L'humus, c'est très riche en carbone, c'est 60% de carbone. Et donc, on a de l'humus qui est créé en surface, et en profondeur, les racines de l'arbre et les champignons vont créer des argiles. L'argile, c'est un caillou duquel on a extrait certains minéraux qui intéressent l'arbre, donc il ne reste plus que des alumines, des silicates. En fait, voilà. Et donc, on va avoir l'argile en profondeur, l'humus en surface, et les deux vont être mélangés grâce aux vers de terre, notamment, qui vont faire des va-et-vient. Et en mélangeant ces deux composants, ils vont créer un complexe organo-humique, argilo-humique plutôt, qui est une forme stable du carbone. C'est-à-dire que le complexe argilo-humique, l'alliance de l'argile et de l'humus, attaché électriquement grâce à l'estomac des vers de terre, ça n'est pas dégradable ou très difficilement. Donc, c'est du carbone qui va rester dans le sol pendant des millénaires et des millénaires.
Donc, ça nous intéresse en termes de climat. Voilà comment fonctionne un peu le cycle du carbone dans les forêts. Et puis, voilà. Et alors, du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire que donc, les forêts, puisqu'on les dégrade, elles émettent plus de CO2 que ce qu'elles peuvent absorber chaque année, en plus. C'est la mauvaise nouvelle, hein, elles émettent 2 fois plus que ce qu'elles peuvent absorber. Mais comment on change la donne? Comment est-ce qu'on reforeste à très grande échelle? Là, on a des données intéressantes, notamment de l'Université de Zurich, qui, de par des images satellites, mais nous dit on pourrait potentiellement reforester sur l'équivalent d'un tiers des surfaces forestières qui existent déjà. En gros, on pourrait planter 1200 milliards d'arbres, hein, c'est-à-dire 150 arbres par humain, mais sur une surface équivalente à l'Amérique latine. Et ça permettrait d'absorber l'équivalent de 10 années actuelles d'émissions d'ici 2100. Donc, c'est un énorme levier climatique. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette un peu sérieusement et que les pouvoirs publics, derrière, fassent des campagnes de reforestation massives. Mais ce n'est pas tout de planter des arbres. Encore faut-il bien le faire, puisqu'aujourd'hui, la plupart des arbres qui sont plantés le sont en monoculture. C'est-à-dire qu'on plante une seule espèce d'arbre parce qu'on veut des arbres qui poussent très vite pour pouvoir en faire de la pâte à papier, pour pouvoir en faire de la compensation carbone, etc. etc. Le problème, c'est que du coup, on va planter des essences qui sont pas forcément bonnes pour la biodiversité. On va planter du pin Douglas ici, de l'eucalyptus dans les pays du Sud, et on va créer de véritables déserts biologiques. Le problème, c'est que ces forêts-là, c'est les premières à flamber avec les incendies qui se multiplient avec le changement climatique. Et que ce n'est pas du tout des forêts qui sont typiquement résilientes aux parasites, qui eux aussi prospèrent avec le changement climatique, puisqu'il n'y a que la biodiversité qui permet de combattre les parasites. Il n'y a que les prédateurs naturels qui sont hébergés sur tel arbre qui permettent de manger celui qui va s'attaquer à telle autre espèce d'arbre. Bon, je schématise, mais voilà. Donc, pour reforester selon les lois du biomimétisme, j'ai oublié de dire quand même quelque chose d'important, mais c'est géomimétisme, c'est la contraction entre géoingénierie et biomimétisme. Pour faire comme dans la nature, pour reproduire la nature, le biomimétisme, il faut planter différentes espèces d'arbres ensemble. Donc, il faut s'inspirer de ce qui pousse naturellement, localement, et essayer de reproduire ça. Mais en ne plantant pas des arbres qui vont mourir dans 20 ans à cause du changement climatique. Donc, il y a quand même un peu d'effort de R&D à faire là-dessus. Reforester, ça ne se fait pas au hasard. Et on peut aussi reforester en laissant la forêt se repropager naturellement. D'ailleurs, c'est comme ça que la forêt s'étend le plus chaque année. C'est de la régénération naturelle. Voilà. Donc voilà pour la forêt. Ensuite, on a, c'est ce que je vous disais, mais les sols agricoles. Alors, les sols agricoles, l'agriculture au sens large, c'est 10% des émissions chaque année. J'y ai enlevé les émissions qui sont dues à la déforestation, par exemple pour faire du bétail ou du soja en Amérique latine. Ça va dans les émissions de déforestation. Mais au-delà de ça, l'agriculture, c'est 10%. Donc là, on a effectivement les émissions qui sont issues directement des bovins, enfin le méthane issu de la digestion des bovins, le méthane issu des rizières, ça c'est à peu près 30%, c'est assez énorme, mais voilà, les rizières, le riz pousse dans l'eau, il y a peu d'oxygène, et du coup, quand la matière organique du riz, en gros, tombe dans l'eau, elle va nourrir des bactéries qui ne vont pas transformer ça en CO2, oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, mais en CH4, en méthane. Et le méthane, c'est un très puissant gaz à effet de serre, 30 fois plus puissant que le CO2. Mais on a, plutôt sous nos latitudes, les émissions, elles sont dues au fait qu'on laisse les sols nus et qu'on les laboure. Parce qu'en laissant les sols nus, on met en contact la matière organique des sols avec l'air, donc l'oxygène. Et là, on a des petites bactéries qui vont pouvoir transformer ce carbone-là en CO2 avec l'oxygène. Et le problème, c'est qu'on met des engrais sur ces sols-là. Et les engrais, ils permettent un grand développement des bactéries et ils ne sont pas bons pour les champignons, surtout quand on ajoute des fongicides et des pesticides. Donc, ce qui fait que avec les tracteurs qui passent en plus et qui tassent les sols, mais on a ce qu'on appelle la microfaune du sol qui meurt. On a perdu 90% de notre microfaune dans nos sols en France. Et donc, en fait, tous les petits animaux qui broient la lignine de tout à l'heure, qui creusent des galeries un peu partout, donc qui permettent aussi à l'eau de s'infiltrer dans les sols,
voilà, tout ça a tendance à mourir. Et donc, c'est toute la chaîne qui permet de mettre du carbone dans le sol agricole qui meurt. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut faire de l'agroécologie pour transformer ce désastre-là en puits de carbone. Donc déjà, il faut réincorporer des arbres, puisqu'on l'a vu, l'arbre est à la base de la fertilité des sols, puisque c'est lui qui nourrit fondamentalement les champignons, qui donne des ressources à toutes les plantes. Il ne faut jamais, faut faire ce qu'on appelle de l'agriculture sous couvert, c'est-à-dire ne jamais laisser les sols à nu, toujours qu'il y ait un couvert végétal, aussi parce que, en fait, c'est débile de laisser des sols agricoles nus, parce qu'on n'exploite pas tous les rayons du soleil. Notamment, 40% de l'année, en hiver, on a voilà, alors qu'on pourrait très bien en profiter pour faire pousser des plantes, même si ce n'est pas des plantes qu'on utilise après. Donc planter des arbres, planter des haies, faire de l'agriculture sous couvert, évidemment sortir des produits chimiques, des pesticides, tout ce qu'on veut, pour retrouver de la microfaune. Voilà, on est passé de 2 tonnes de vers de terre par hectare à 100 kg aujourd'hui en France. Or, on sait le rôle climatique des vers de terre. Donc voilà, pour faire. Et puis, en fait, l'engrais, il doit être apporté par les plantes elles-mêmes, hein, par les légumineuses qui permettent de fixer l'azote. Donc il faut faire de la rotation des cultures pour recharger les sols en azote d'une année sur l'autre pour d'autres types de plantes. Et puis, il faut réincorporer les animaux dans les paysages agronomiques. Parce que les animaux, c'est des sources de phosphore, notamment, de par leur déjection, de par leurs cadavres, etc. Donc, une fois qu'on a recombiné tous ces différents cycles de nutriments qui ont été éclatés par l'agro-industrie, on a un système agricole qui est à la fois productif en termes de matière organique et qui est durable et qui permet surtout, d'une année sur l'autre, mais d'absorber du CO2. Et donc, le potentiel climatique de l'agroécologie à l'échelle mondiale, c'est peut-être c'est l'équivalent de 10% de nos émissions chaque année, si on faisait l'agroécologie partout. Donc, c'est colossal. Et puis, je rappelle que tout ça, c'est du toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que c'est 10% de par ce qu'on émet typiquement en 2020, mais si on émet 2 fois moins dans 20 ans, ça ne sera pas 10%, mais ça sera 2 fois plus. Bref. Donc voilà pour les sols agricoles, hein, très rapidement. Pour les zones humides, alors les zones humides, c'est 3% des terres émergées, mais c'est 30% du carbone qui est stocké dans les sols. C'est un puits à carbone qui est très très puissant. Les gens ne savent pas trop ça, mais en gros, tout ce qui est delta, marais, tourbière, ça absorbe énormément de carbone pour le mécanisme que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les plantes qui poussent là-dedans, elles tombent dans une eau qui stagne quand elles meurent, hein, et dans cette eau qui stagne, il y a très peu d'oxygène. Donc, il y a très peu de bactéries qui peuvent transformer ça en CO2. Et donc, ça fait un peu de méthane, mais ça fait surtout, d'une année sur l'autre, de la matière organique qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Ça fait de la tourbe, et quelques milliers, centaines de milliers d'années plus tard, ça fait du charbon. Donc, du carbone, en fait. Ces zones humides-là, elles ont énormément de rôles, y compris sur le cycle de l'eau, puisque ce sont des éponges qui permettent, en fait, surtout pendant les périodes de sécheresse, mais à toutes les plantes environnantes, mais de bien grandir et donc continuer à séquestrer du carbone. On a de plus en plus d'agriculteurs qui comprennent que remettre en eau des zones humides, c'est la meilleure façon de faire des réserves pour les sécheresses, pour l'été. Donc, il faut évidemment encourager au maximum la remise en eau. Il faut protéger absolument les zones humides qui nous restent. Et en fait, le truc un peu positif, c'est que quand on a séché énormément de zones humides pour l'agriculture, mais quand on les remet en eau, en fait, on relance très vite le mécanisme d'absorption du CO2, la turbogénèse. Donc voilà. Ensuite, on a le permafrost. Donc, le permafrost, c'est 25% des terres émergées dans grosso modo autour de l'Arctique. C'est 60% d'un territoire comme la Russie. Enfin bref, en fait, c'est du sol gelé sur plusieurs mètres, du sol qui avant était vivant. Donc, qui était un sol, du sol de steppe herbeuse, qu'on appelle la toundra. En fait, ce sol, il est plein de matière organique, de plantes en décomposition qui sont figées. Mais quand ils font, les petites bactéries, elles se réveillent et puis elles retransforment cette matière organique en méthane quand c'est humide et en CO2 quand c'est sec. Malheureusement, les scientifiques nous disent que le permafrost fond avec quelques 70 ans d'avance, ce qui est une mauvaise nouvelle, puisque si 30% du permafrost fond, on se retrouve avec l'équivalent de 10 années
d'émissions actuelles supplémentaires dans le climat. C'est une boucle de rétroaction positive, enfin, négative pour nous, mais en climatologie, on appelle une boucle de rétroaction positive du climat. En gros, le climat déclenche des cycles, des cycles vicieux qui aggravent le réchauffement climatique. Et donc la question, c'est comment est-ce que la nature peut nous permettre de limiter la vitesse de fonte du permafrost. Et là, on a des travaux intéressants du côté de l'université orientale de Sibérie, autour d'un monsieur qui s'appelle Sergei Zimov, qui est un peu plus connu en ce moment, mais voilà, qui a montré que en faisant ce qui se passait naturellement sur ces terres il y a quelques milliers d'années, Pléistocène, c'est-à-dire en faisant paître d'immenses troupeaux d'animaux, eh bien, on peut préserver le permafrost. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que dans la toundra, donc ces vastes steppes herbeuses, par opposition à la taïga, qui sont les forêts de conifères du Grand Nord, eh bien, avant, on avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Des troupeaux de bisons, de rennes, de mammouths à l'époque, de bœufs musqués, de tout ce qu'on veut. On avait une forte densité animale. Et l'intérêt de ça, c'est que l'hiver, quand il fait moins 40, moins 50 à l'extérieur, en fait, le sol, normalement, il se refroidit moins parce qu'il y a une couche de neige sur le sol. Et la neige, c'est un isolant thermique. Donc, en gros, il fait moins 40 au-dessus. En dessous de la neige, il fait juste moins 10, moins 15. Donc, le sol, en fait, c'est comme s'il avait une petite couverture l'hiver. Et donc, l'intérêt des animaux, c'est que pour manger l'hiver, ils vont gratter cette neige, ils vont enlever la couverture au sol, et donc ils vont l'exposer au vent glacial, à moins 40. Et donc, ça va permettre au sol de se refroidir sur quelques mètres, de environ 3 degrés sur 2 mètres, mais assez pour, en gros, passer l'été, sans fondre complètement. Donc voilà, c'est une manière, grâce aux animaux, de potentiellement préserver le permafrost. Alors, il ne faut pas non plus se faire de fantasmes sur, voilà, il faudrait déployer des millions et des millions d'animaux, ça prendrait beaucoup de temps, ça aurait un impact sensible sur la vitesse de fond du permafrost, mais peut-être que le réchauffement climatique est déjà trop rapide, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est toujours pareil, c'est que en fait, il faut le faire, il faut essayer. Et que pour des pays comme la Russie, typiquement, ça peut être aussi intéressant, puisque pour sauver le climat, il va falloir interdire le commerce des hydrocarbures, sur lequel la Russie fait ses devises, et compenser avec, je ne sais pas moi, de la viande de steppe, de rennes, ou voilà, pour faire des entrées de devises, ça peut être intéressant. Enfin, bref, c'est les grands business models qu'il va falloir modifier pour s'adapter à une société neutre en carbone. Donc ça, c'est pour le permafrost. Et puis je vais finir sur les océans. Je suis en train d'exposer un peu mon temps, mais les océans, c'est la grande pompe à carbone un peu méconnue. On connaît très mal les océans. Les océans, c'est le climat. Les océans, ils ont absorbé 93% de la chaleur résiduelle du changement climatique. En gros, sans eux, sans cet effet tampon-là, il ferait plus 9 degrés sur les continents. Là, il fait plus 1,1. Donc, les océans absorbent la chaleur, les océans absorbent le CO2. Ils l'absorbent de deux façons, par ce qu'on appelle la pompe physique océanique, c'est-à-dire le CO2 au contact de l'eau, il se transforme en acide carbonique. Ça, après, ça va être ça va acidifier les océans, ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc ça va potentiellement ronger la coquille de tout un tas de micro-organismes qui du coup vont mourir, et puis avec toute la chaîne alimentaire, enfin bref. Mais une partie de cet acide carbonique va se combiner avec du calcium pour faire des carbonates de calcium qui va servir à faire des coquilles, des squelettes, etc. Bref. Donc ça, c'est la pompe physique. Et on a la pompe biologique, c'est-à-dire le rôle de tous les animaux marins sur le climat. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse plus particulièrement dans le bouquin. En gros, chaque année, on a la masse de phytoplancton, c'est-à-dire de petites algues, qui poussent, c'est la moitié de la biomasse mondiale produite. Donc c'est énorme, il y a énormément de plancton. C'est à la base de toute la chaîne alimentaire, on le sait, des poissons jusqu'aux baleines, grosso modo. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors du coup, ça fait c'est 10 gigatonnes de carbone, hein, grosso modo l'équivalent de nos émissions qui sont qui sont de la matière organique créée par les océans chaque année. Et on a une petite partie de cette matière organique qui va couler, parce que le plancton va mourir, parce que les animaux marins vont mourir.
Et donc, on a des cadavres, on a voilà, tout un tas même de déjections en fait, qui vont tout doucement couler jusqu'à atterrir sur le plancher océanique. Donc là, on en a une partie qui est mangée par les espèces de profondeur, mais on en a une partie qui va sédimenter. Donc ça peut être sous forme de coquille, mais ça peut aussi être sous forme d'hydrate de méthane. Ça, c'est intéressant. En gros, sur le plancher océanique, à grande profondeur, il y a très peu d'oxygène. Donc là, on retrouve nos petites bactéries qui transforment la matière organique en méthane. Sauf que le méthane, il ne peut pas remonter parce qu'il y a la pression de l'eau et il y a la température. Donc, il cristallise, il forme de la glace de méthane. Et ça, c'est une forme stable du carbone. C'est du carbone qui est figé comme ça pendant des milliers d'années. Donc, c'est intéressant pour le climat. Et donc, l'idée, c'est de dire que plus on a de vie marine, mieux c'est pour le climat. Et donc, il faut arrêter la surpêche, typiquement. Les poissons ont un rôle important sur le climat, parce que le poisson, il doit s'hydrater, comme tous les animaux. Et donc, sauf qu'il s'hydrate avec de l'eau de mer, donc de l'eau salée. Et donc, ces reins, ils doivent turbiner, et pour éjecter le sel, ils l'embobinent, si je puis dire, dans des carbonates de calcium. Donc, il absorbe une partie de carbone de l'eau. Donc, c'est un petit effet sur la pompe biologique, mais ce n'est pas non plus négligeable. Et tous les animaux ont un rôle. Les baleines font des va-et-vient entre les profondeurs et la surface. Quand elles remontent dans le sillage, elles emmènent de l'eau qui est riche en nutriments des profondeurs en surface. Donc, elles permettent au phytoplancton de se redévelopper avec des petits nutriments qui sont essentiels. Quand une baleine défèque en surface, là, pareil, elle alimente en fer, en azote, du plancton qui peut du coup se redéployer donc en absorbant du CO2. Donc voilà, chaque espèce a son rôle, et plus on a de vie marine, mieux c'est pour le climat. Donc la conséquence politique de ça, c'est quoi du coup du géomimétisme marin? C'est arrêter la surpêche, arrêter la chasse à la baleine, arrêter, en fait, faire en sorte que nos océans se repeuplent. Et donc ça ne veut pas dire arrêter la pêche artisanale, qui respecte les gens n'aiment pas qu'on dise stock, mais en gros, qui respecte les stocks de poissons, et qu'il a toujours fait. Le problème, c'est vraiment la pêche industrielle. Et voilà, donc quand on... voilà un peu pour le portrait de ces 5 grands milieux. Il y a aussi un truc qu'on peut faire en termes de géomimétisme dans les océans, c'est cultiver des algues à grande échelle. Ça, c'est intéressant parce que une algue, ça pousse très vite. Ce n'est pas contraint aux mêmes lois physiques que les plantes à la surface de la Terre. Donc, ça pousse 7 fois plus vite, ça absorbe beaucoup du carbone très vite. Et la moitié du poids de l'algue, c'est de l'huile. C'est beaucoup plus huileux qu'une plante terrestre. Donc, on peut en faire des biocarburants. Et donc préserver nos sols agricoles pour l'alimentation. On a des petits génies qui voudraient faire des biocarburants avec du colza ou voilà, mais ou de l'huile de palme. Bon, c'est pas bien. Donc cultiver des algues à grande échelle. On estime que si on cultivait des algues, donc du kelp, ces grandes algues brunes, sur 3% de la surface océanique, eh bien, on pourrait satisfaire les besoins énergétiques en biocarburant, mais de l'ensemble de l'humanité. C'est du toute chose égale par ailleurs. Voilà, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est pour dire qu'on a là un gisement qui pourrait être très intéressant. Et si on cultivait des algues sur 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire grosso modo la France, un peu plus que la France, plus la Belgique, eh bien, on pourrait absorber peut-être 10% de nos émissions chaque année. Bon, là, encore une fois, c'est du toute chose égale par ailleurs. Mais on voit que c'est intéressant. Puis c'est intéressant sur le plan économique parce qu'on peut redynamiser les littoraux et en fait utiliser les filières de pêche industrielle pour aller cultiver des algues, puisqu'ils ont des gros bateaux avec des gros treuils. Voilà, c'est la question de on ne réussira pas une transition écologique sans créer d'emplois et sans faire du social. Il faut qu'on mise sur les filières problématiques aujourd'hui pour en faire des filières solutions de demain. Donc typiquement, ça peut être une solution de reconversion. Donc voilà un peu pour le géomimétisme. Voilà, le message phare, c'est vraiment, en fait, c'est la biodiversité qui permet de réguler le changement climatique, en plus de, évidemment, arrêter de brûler des hydrocarbures. Il faut tout faire en même temps. Mais quand on fait ça, c'est vertueux à plein d'égards. Et c'est aussi vertueux pour l'ensemble des objectifs de développement de l'ONU, c'est-à-dire les objectifs sociaux, parce que l'agroécologie, des objectifs économiques, parce qu'en fait, il faut qu'on réinvente aussi
En fait, il faut qu'on réinvente une économie pour que l'économie ne soit que basée sur les, euh, les surplus des cycles naturels, quelque part. C'est la définition d'une économie durable. Voilà. Donc voilà, je suis preneur de toutes les questions, remarques, et je vous remercie. Merci pour ces explications. Du coup, on est je te donne la parole. Il a posé plusieurs questions. Donc, vas-y, la parole est à toi. T'as le micro coupé. Oui, désolé. Euh, et ma première question, c'était est-ce que les chercheurs qui travaillent donc, sur les solutions, vous parliez des DEX et DAC, euh, sont autant complices que ceux qui étaient dans les industries de la cigarette, du fossile ou, on va dire, climato-sceptiques et encore Big Pharma. Ok. Je réponds dans la foulée ou comme tu veux, Marine, hein, c'est toi qui me dis, ou si on en prend d'autres. Il y avait encore une autre question d'Ewen, si tu veux la dire. Je te laisse la parole. Une autre question, c'était finalement quels sont les moyens que nous, enfin, qu'on pourrait imaginer pour implanter au gouvernement la, la volonté, vraie volonté de faire de l'agroécologie au sens massif, quoi, de pouvoir changer la manière dont on fait de l'agriculture en France. Ok. Bon, là, pour le coup, c'est une question ambitieuse, donc on va peut-être y aller. Non, sur l'aspect, est-ce que les scientifiques qui travaillent sur ces projets-là sont autant complices que les scientifiques qui publiaient des faux rapports à l'époque sur la cigarette, sur les OGM, etc. Stratégie bien connue des lobbyistes, c'est-à-dire de graisser la patte à des scientifiques pour faire de la masse de papier, enfin, des papiers qui vont forcément se retrouver dans les revues scientifiques. Eh bien, la réponse est oui. Il se trouve que dans le premier chapitre, j'explore un peu ça. J'explore l'évolution du nombre de papiers consacrés à la géoingénierie depuis 20 ans dans les colonnes scientifiques. Et donc forcément dans les travaux du GIEC, parce que le GIEC ne fait que synthétiser des travaux scientifiques déjà existants. Donc ils sont obligés de parler de ce qui se passe voilà, dans Science, dans Nature, sur le climat, etc. Donc ils sont obligés de mentionner la géoingénierie. Et quand donc, on a une explosion des papiers, et en fait ces papiers-là, ils sont produits par très peu de scientifiques. Et c'est toujours les mêmes. On a notamment ce David Case de l'université d'Harvard qui travaille sur tout ce qui est rayonnement solaire. Lui, bizarrement, il publie voilà, une masse conséquente de tous ces articles. Donc, voilà, et puis enfin, du coup, moi, je me fais un plaisir de suivre tous ces gens de près, et en fait, à chaque fois qu'ils sont pris dans une controverse, ils vont nous dire ouais, mais bon, je suis qu'un scientifique, de toute façon, c'est aux décideurs politiques de activer ou non ce qu'on trouvera sur la géoingénierie. Donc ils s'en lavent les mains. Mais comme pour la cigarette, comme pour les OGM, comme pour toutes ces grandes affaires de lobbying, en fait, la responsabilité n'est pas sur le dos des scientifiques, ni même des corporations, ni même de ceux qui payent les lobbies. La responsabilité, elle est bien in fine sur le décideur public, puisque c'est lui qui a les moyens d'empêcher ça, par la contrainte juridique, par le contrôle, par des entités scientifiques neutres, par du contrôle. Bon, on a un vrai problème hein, sur les papiers scientifiques, parce que quand on a, enfin, c'est un système qui a été complètement privatisé, la publication scientifique, notamment autour de compagnies comme Elsevier, qui ont Nature, qui ont Science et tout. Et en fait, eux sont censés garantir la probité des papiers scientifiques par des relectures de pairs volontaires, enfin de pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques un peu calés sur le sujet, qui vont relire et dire à la direction d'Elsevier, ouais, ce papier, vous pouvez le publier dans Nature, c'est bon, c'est du solide. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une telle masse de publications scientifiques, parce que les scientifiques sont payés à la publication, enfin, la reconnaissance universitaire maintenant, c'est de la publication, que en fait, ce travail est bâclé. Donc le travail de relecture est bâclé, il n'y a pas de double contrôle, voilà, parce que voilà, c'est la logique capitalistique appliquée au monde de la recherche. Donc effectivement, il faut réformer ça.
ça peut prémunir d'avoir ce genre de papier un peu stupide sur le DAC, sur le DEX, qui sont clairement fallacieux. Pas tous, hein, mais en partie. Et ça peut prémunir de beaucoup d'autres problèmes. Bon, sur l'agriculture, bon, c'est une vaste problématique. Effectivement, c'est au pouvoir public de conduire ce changement systémique, puisque l'agriculteur, lui, il est pris dans plusieurs injonctions. Il est pris dans des contradictions qui l'enferment. Premièrement, ses dettes. Ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais la dette des agriculteurs, parce qu'on les a poussés à acheter du matériel hyper productif pour pouvoir disons, produire à bas coût pour les marchés internationaux. Bon, ils se sont endettés pour des grands hangars, des distributeurs à grains automatiques, etc., des tracteurs, tout ça. Donc, les faire transiter sur un modèle agroécologique, ça veut dire que tous ces investissements-là, en fait, ils seront jamais rentabilisés. Donc là, il y a un problème, enfin, il y a un premier problème, et pour les sortir de cette spirale-là, il faut absolument les libérer de cette dette-là. Donc ça pourrait très bien être l'objet ces dettes-là, l'objet du rachat d'une caisse spécifique alimentée par création monétaire, par exemple, par la Banque publique d'investissement, elle-même alimentée par la BCE, mais on rachète toutes ces dettes et on les fout au placard. On les monétise, on fait de la création monétaire. Comme ça, on libère les agriculteurs de ces dettes-là. Et puis, bon, il faut les former, hein. On manque de formateurs en agroécologie, on manque même de formateurs pour formateurs, notamment en agroforesterie. Donc, voilà, il faut passer. Enfin, l'agriculteur, il doit être accompagné. Tout le monde doit être accompagné sur la transition. L'accompagnement, c'est vraiment la clé de la réussite. Et donc, on n'a pas assez d'accompagnateurs. Et les structures qui accompagnent en agriculture, généralement, c'est les chambres d'agriculture, c'est les coopératives, c'est les syndicats agricoles. Et là, on a des blocages politiques, puisqu'on a des syndicats on en a qui sont très bien, mais on en a d'autres qu'on connaît tous ici et qui sont des farouches partisans de ce modèle agro-industriel. Donc, il faut faire sauter ça. C'est très facile, quand il y a de la volonté politique. Et puis ensuite, il faut réformer la PAC. La PAC, c'est une partie substantielle du revenu des agriculteurs. La PAC, elle favorise les grandes cultures. C'est de l'aide à l'hectare. Donc, plus on a d'hectares, mieux c'est. C'est l'inverse qu'il faut pour l'agroécologie. L'agroécologie, on va s'intéresser plutôt à la densité d'emplois par hectare. Donc, il faudrait qu'on subventionne au nombre d'emplois par hectare. Parce qu'il faut plus de travail humain sur un hectare, en fait. Bon. Et puis, il y a le pilier 2 de la PAC, c'est la rémunération des services écosystémiques, qui fait à peu près 20% du total des aides de la PAC. C'est pas beaucoup, mais en gros, c'est ça qui est censé dire que on vous subventionne quand vous plantez des haies, quand vous remettez en eau des zones humides, quand vous utilisez moins de pesticides, etc., etc. Quand vous faites des bandes enherbées, vous recevez un peu d'argent par ces mécanismes-là. Bon, il faudrait que ce deuxième pilier soit beaucoup plus important. Il faudrait que les services environnementaux soient beaucoup mieux rémunérés. Donc pour ça, en fait, il faudrait internaliser les coûts. C'est-à-dire, voilà, l'agro-industrie, ça a des coûts faramineux pour la société, puisqu'on pollue les nappes phréatiques avec des engrais, ça coûte très cher à dépolluer, parce que pour la Sécu, c'est un désastre, parce qu'on produit des aliments qui sont pleins de pesticides, donc maladies chroniques, etc., etc. Donc des grosses dépenses pour la Sécu. Au final, si on incorporait tout ça dans le prix des produits de l'agroécologie, enfin de l'agro-industrie, pardon, eh bien, il serait beaucoup plus cher. Et ceux de l'agroécologie, pour le coup, qui sont bénéfiques tant pour l'environnement que pour la santé, ils seraient potentiellement moins chers. En fait, il faudrait que l'argent des pénalités des premiers alimente les efforts des deuxièmes. Bon, donc voilà un peu, allier libération individuelle des agriculteurs avec libération systémique. Et effectivement, il va falloir une volonté politique publique forte. Et voilà. On a une question de Marc, donc je vais te donner la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, donc je me demandais en fait si vous pouviez développer un petit peu la stratégie autour de la gestion des forêts, par exemple à l'échelle de la France.
et notamment les enjeux, comment concilier leur rôle, le rôle des forêts pour la biodiversité, puits de carbone, cycle de l'eau, et les prélèvements humains qui sont aussi amenés à grandir si on entend les besoins en énergie, potentiellement en bois d'œuvre pour le bâtiment, des choses comme ça. Bon, merci beaucoup, Marc, pour cette question, parce elle va me permettre d'introduire un autre point. Alors, sur la gestion des forêts, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en France, elle est calamiteuse, dans le sens où on n'a que 25% des forêts qui sont gérées par l'ONF, l'Office national des forêts qui sont publiques, et l'ONF est en pleine privatisation. Donc, on supprime des postes et l'ONF doit se rentabiliser. Donc, a tendance à vendre de plus en plus d'arbres. On se rend compte que tant des domaines publics que de la forêt privée, on a des gens qui vendent des arbres, notamment à la Chine, et qui vendent des gros arbres, des chênes. C'est acheté par la Chine, ce qu'on appelle des grumes, c'est-à-dire des troncs qui sont prêts à être travaillés, et la Chine nous renvoie des meubles. Donc ça, c'est complètement fou. Et ce qui veut dire qu'en fait, on ne contrôle pas assez le trafic du bois sur notre territoire. Et donc, il faut réhabiliter par la loi, mais disons une gestion durable, mais surtout une gestion souveraine des forêts. La Chine n'a aucun scrupule à acheter en monnaie sonnante et trébuchante des arbres. De toute façon, ce n'est pas son problème, ce n'est pas ses forêts à elle. Donc, on pourrait très bien dire qu'une réforme de la gestion forestière, même pour le privé, ça serait votre exploitation forestière, elle doit au maximum s'inscrire dans des circuits locaux de travail du bois. Alors, sur ce qui est des prélèvements, avec le bois énergie, effectivement, c'est un point assez sensible parce que on mise de plus en plus sur le bois de chauffe et notamment les granulés pour alimenter, pour se substituer au chauffage au fioul ou à d'autres types de chauffage polluants. Alors, c'est bien quand la ressource est disponible, mais si tout le monde s'y met, on va avoir un gros problème de prédation sur des forêts qui ne sont pas assez grandes, qui ne produisent pas assez chaque année peut-être pour alimenter tout le monde en granulés de bois. Donc, le granulé de bois à l'échelle individuelle pour chauffer des maisons isolées, c'est bien. Pour alimenter des grandes centrales énergétiques et faire de l'électricité, c'est très mauvais. Parce qu'on a forcément une déperdition. On passe d'une forme d'énergie à une autre. Donc, le fantasme des centrales électriques alimentées à la biomasse, sauf quand c'est des déchets, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce que en fait, il y a même des grandes usines qui ont été installées et qui, en fait, se retrouvent contraintes d'importer de la biomasse, y compris parfois de l'étranger, mais parce qu'ils sont en surcapacité. Bref. Donc, il faut plutôt miser sur d'autres formes d'énergie. C'est tout. Et laisser peut-être nos forêts tranquilles. On sait faire des renouvelables autrement et surtout de l'électrique. Il ne faut pas oublier qu'il faut électrifier. Une des priorités, c'est quand même d'électrifier tout un tas de besoins, et notamment sur le chauffage. Pas partout, parfois les granulés c'est mieux, mais bon, ça dépend de la configuration. Et sur le bois d'œuvre, ce qui est important, c'est de comprendre que une forêt, elle ne va pas stocker du carbone tout le temps. Elle va stocker du carbone surtout pendant sa phase de croissance, en gros ces 30-40 premières années, et ensuite elle va arriver à saturation. Elle aura bien rechargé les sols en carbone, les arbres seront grands, et donc c'est important de maintenir constamment le cycle en prélevant de manière ciblée des arbres, de manière à ce que des petits arbres puissent repousser et reprélever du carbone, etc. Donc, il faut organiser le lien entre la ressource et effectivement les débouchés, qui peuvent être le secteur du bâtiment. Il faut réussir à construire plus en bois. Mais là encore, c'est le problème, le poison est dans la dose. C'est-à-dire que si on se met seulement à construire en bois tout le temps, partout, nos forêts ne vont pas suivre. C'est ce qui m'amène à l'idée que, en fait, pour réussir la transition à 360 degrés, il faut toujours partir de la même règle d'or, qui est un triptyque, en fait, c'est sobriété, efficacité, substitution. Ça vaut aussi pour le bâtiment. Avant de construire des nouveaux bâtiments, il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter les anciens, donc économiser de la ressource. Bon, pour isoler, il n'y a pas que le bois, on peut utiliser de la paille, du chanvre, tout un tas de matériaux organiques. Mais voilà, avant de penser à comment
tout construire en bois, peut-être penser à comment moins construire. C'est toujours pareil. D'accord, merci. Et juste, je me demandais aussi, est-ce qu'une forêt capte plus de carbone quand elle est laissée, entre guillemets, sauvage, ou alors potentiellement, avec des prélèvements raisonnés, les humains accélèrent le processus de puits de carbone, enfin, améliorent ce processus? Voilà. C'est ça, enfin, c'est-à-dire avec des prélèvements raisonnés, on améliore effectivement le puits de carbone, mais le rôle d'une forêt ne se limite pas à son rôle sur le carbone. Il y a aussi un rôle en termes de biodiversité. Donc la biodiversité, c'est bien en soi, mais pour les plus, disons, matérialistes d'entre nous, il y a plein d'autres intérêts à la biodiversité. La biodiversité régule les populations de parasites, mais c'est aussi un formidable laboratoire pour les technologies de demain, voilà, les médicaments. Il faut savoir que on a exploré à peu près 1% des plantes de la planète, et pourtant on en tire peut-être 20 000 médicaments, 20 000 substances actives. Donc, en fait, les forêts, y compris quand on les laisse tranquilles, quand elles peuvent développer beaucoup de biodiversité, mais sont de formidables laboratoires. Il ne faudrait pas peut-être dézinguer. Donc voilà, en fait, c'est toujours pareil, sur un territoire, il faut un équilibre entre des forêts qu'on laisse tranquilles, des forêts qu'on gère de manière durable. Et voilà. Très bien, merci. Du coup, maintenant, on a une question de Stéphanie. Tu peux prendre la parole. On pourrait couper. Du coup, on ne t'entend pas. Je vais lire ta question. Du coup, comment freiner avec l'urgence l'artificialisation des sols au cœur d'un PNR? Donc, le PLU est appliqué actuellement, date de 2015, et les terres exploitées en horticulture vont être absorbées par l'urbanisation locale. Très bonne question, hein. Moi, je renvoie aux travaux de notamment la Convention citoyenne pour le climat là-dessus, c'est-à-dire que il va falloir se munir de lois qui sont faire vraiment zéro artificialisation nette. Et ça, donc, c'est de dire on sanctuarise les terres agricoles, on arrête de construire, on arrête d'élargir enfin, voilà, les villes, les surfaces commerciales, tout ça. Mais ça veut dire aussi que, en plus de ces grandes lois qui sont très bien sur le papier, on fait en sorte qu'elles soient vraiment appliquées. Puisque on se rend compte que sur le territoire, on a beaucoup de mailles dans laquelle les constructeurs s'immiscent. Et alors notamment, par exemple, sur loi littorale, on peut construire sur des dents creuses dans le littoral. Enfin bref, il y a toujours tout un tas de passes, enfin, entre guillemets, de petits ajustements qui permettent aux pouvoirs locaux, mais quand un promoteur leur met un peu de pression ou est copain ou truc, mais finalement obtenir une dérogation. Voilà, c'est la grande loi des dérogations pour construire. Donc, en fait, il faut réformer ça et, par le juridique, mais empêcher, refermer ces petites mailles, enfin, voilà, faire des lois qui soient claires et qui soient réellement appliquées. Ça pourrait être aussi le rôle d'un métier qu'il faudrait redéployer peut-être, mais qui est celui de garde champêtre. Il faut, voilà, sous la houlette du ministère de la Transition de l'écologie, par exemple, mais il va falloir des agents qui, sur le terrain, répriment les fraudes. Et qui soient des agents qui soient hors de portée de la corruption locale, puisqu'on observe que beaucoup des constructions abusives, notamment dans le sud de la France, mais on a aussi des phénomènes mafieux derrière. Donc ça pose une réflexion un peu plus globale sur la protection, y compris des lanceurs d'alerte, et sur la répression judiciaire de ces circuits mafieux-là. Super, merci. Donc, on a deux questions de Fanny. Je vais te donner la parole si tu le souhaites. C'est bon. Merci. Alors, ma question, c'était quels sont les risques du géomimétisme? Est-ce qu'on peut vraiment les évaluer? Par exemple, on sait qu'une grande surface d'algues vertes, ça peut générer une eutrophisation. Quand on parle de culture d'algues vertes de la surface de la France, comment ce serait réparti?
Et voilà, est-ce qu'on risque pas de dérégler des écosystèmes entiers en essayant de modifier la nature? Excellente question. J'adore qu'on me la pose parce que effectivement, il faut toujours challenger quand on a des gens qui en face de soi mais nous disent on a des solutions clés en main. Et, qui dit géomimétisme dit que il faut comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Et la philosophie qu'il y a derrière, c'est reconstituer des cycles naturels. Donc miser sur la biodiversité et donc ne pas faire d'erreurs sur ce plan-là. Typiquement, des erreurs, ça serait incorporer des espèces qui n'ont rien à faire ici et qui peuvent se révéler être des espèces invasives. Ça peut. Voilà, alors sur l'exemple des algues, ça tombe bien, ce n'est pas les algues vertes, c'est les algues brunes qui n'ont rien à voir qu'il faut cultiver. Effectivement, en fait, l'eutrophisation, c'est bon, pour que ce soit clair pour les gens, mais en gros, c'est une des pollutions de l'agro-industrie, c'est-à-dire qu'avec les nitrates le phosphore qui est en trop, qui ruisselle dès qu'il pleut des sols agricoles vers les cours d'eau, puis vers les zones côtières, eh bien, on a une prolifération d'algues voilà, d'algues ou alors bref, qui peuvent aussi, qui peuvent en fait, qui vont mourir d'un coup parce qu'elles auront absorbé tous les nutriments d'un coup et donc qui en mourant vont être dégradées par des bactéries qui vont utiliser tout l'oxygène aux alentours, donc qui vont créer des zones mortes océaniques. Et on en a de plus en plus. On a plus de 500 zones mortes océaniques aujourd'hui dans le monde et elles sont en croissance de 10% par an. Donc plus d'oxygène, désert biologique, les poissons ne peuvent pas y vivre. Et parfois, ces algues mortes sont ramenées par le courant sur les plages et émanent des gaz toxiques, ce qui se passe en Bretagne assez régulièrement. Donc, en fait, le géomimétisme peut être une solution dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en cultivant des algues brunes, donc c'est-à-dire qu'on les fait pousser sur des grands cordages avec des petites bouées, mais ces algues brunes, elles vont manger les excédents d'azote qui arrivent par les fleuves. Et puis, une algue, comme une plante, hein, mais ça respire, donc ça envoie de l'oxygène dans l'eau, donc ça permet de aussi réoxygéner des zones qui ont été rendues trop pauvres en oxygène. Si on faisait de la culture d'algues à grande échelle dans le golfe du Mexique, par exemple, là où le Mississippi vomit tous les pesticides des grandes plaines des États-Unis, eh bien, on pourrait redonner vie sur des millions de kilomètres carrés, mais à des eaux qui aujourd'hui en sont très dépeuplées, et où on n'a plus de poissons, etc. Donc, y compris c'est mauvais pour le carbone. Enfin bref. Donc voilà, non, et puis là où je rebondis un peu sur ta question, c'est que, et quand bien même on cultive des algues à grande échelle, il ne faut pas reproduire les erreurs qu'on a fait dans l'agriculture sur Terre. C'est-à-dire qu'il encore, il ne va pas falloir faire de la monoculture. On a 10 000 espèces d'algues qui sont aussi comestibles. On connaît très peu ces champs-là d'application. Les algues, elles ont d'ailleurs tout un tas de potentialités industrielles, tant dans les cosmétiques que l'énergie, on l'a vu, que le bioplastique, etc. etc. Il va falloir faire de la polyculture en mer aussi, et même de la polyculture élevage piscicole, puisque vous savez que l'élevage piscicole, c'est quand même un facteur de beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut 7 kilos de poissons sauvages pour nourrir 1 kilo de saumon d'élevage. Donc c'est pour ça aussi que la pêche industrielle ratisse les océans. Et en fait, c'est pas bon du tout. Mais on se rend compte que quand on cultive des algues brunes, eh bien, on attire naturellement des petits gastéropodes, des petits trucs qui vont manger les algues, qui seront mangés par des petits poissons, puis par des plus gros. Et en fait, puisque l'eau est plus oxygénée, on a des gros poissons qui nagent là-dedans. Donc, pourquoi pas penser à un modèle alternatif qui serait en fait des petits bateaux de pêche qui pêchent dans les fermes d'algues. Donc, faire de l'élevage piscicole extensif. Et donc, comme ça, on n'a pas besoin de pêcher tous ces poissons sauvages, de détruire les océans. Donc, effectivement, on produirait moins de poissons in fine, mais ce serait de la pêche durable. De toute façon, il faut qu'on en consomme moins. Donc, voilà un peu, il faut toujours avoir à l'esprit, c'est effectivement toujours faire un pas de côté, puis se dire, est-ce qu'on reproduit vraiment ce que fait la nature? Voilà. Je te remercie pour ta question. Et du coup, tu en avais encore une autre, Fanny, est-ce que tu veux la poser? Oui, merci du coup pour la réponse.
Et mon autre question, c'est la différence en fait entre le concept de géomimétisme et celui des solutions fondées sur la nature de l'UICN. J'avais entendu parler de ces méthodes-là que mettait en avant l'UICN pour, par exemple, pour s'adapter au changement climatique. Et je voulais savoir si le géomimétisme tel que vous l'expliquez dans votre livre, c'est la même chose ou il y a quelque chose de différent. Alors, le géomimétisme est compris dans ce qu'on appelle les nature-based solutions, effectivement. Sauf que les nature-based solutions, telles que définies par l'UICN, mais aussi la Commission européenne, recouvrent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément du géomimétisme, dans le sens où qui ne sont pas forcément liées au climat. Dans les nature-based solutions, on a des choses pour aménager le territoire, filtrer l'eau grâce à des plantes, donc c'est très intéressant, il faut le faire. Le géomimétisme, c'est ce qui va s'intéresser dans ces solutions naturelles-là, mais vraiment à l'impact climatique. Pas que, puisque il y a toujours tout un tas d'effets bénéfiques collatéraux. Quand on a des forêts en bonne santé, quand on a des zones humides en bonne santé, on a des écosystèmes qui sont globalement plus résilients, y compris au cycle de l'eau, en fait, qui sont capables d'absorber plus d'eau quand il pleut, et donc éviter le ruissellement, éviter les torrents de boue, et relarguer cette eau en été quand il fait très sec. Donc tout le monde s'y retrouve, mais effectivement. Donc c'est comme le biomimétisme. Le biomimétisme, pour moi, c'était une définition, c'était un mot qui était trop vague, puisque biomimétisme, ça veut dire on reproduit la nature, mais ça peut être pour faire des objets, pour concevoir des médicaments, pour concevoir des façons, des modèles d'organisation. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le lien entre la nature et le climat. Donc, il fallait trouver un terme un peu plus spécifique. Et c'est, d'où la pertinence, selon moi, mais d'avoir ce terme géomimétisme qui permet d'avoir un cahier des charges assez précis, y compris dans les COP, parce que moi, j'ai suivi plusieurs COP, y compris sur place. J'ai vraiment un pied, un œil plutôt, une oreille dans les négociations climatiques. Et le terme émission négative n'est juste pas possible. Je veux dire, ça recouvre trop de réalités. Ça recouvre de la reforestation qui peut être de la reforestation monoculture. Ça recouvre des trucs très bien, des nature-based solutions, mais ça recouvre aussi de la géo-ingénierie. Donc, il fallait un terme qui puisse être vraiment autoportant en termes de cahier des charges pour respecter la biodiversité, etc. Donc, d'où l'intérêt du terme géomimétisme. En gros, il ne faut plus qu'on fasse d'émissions négatives, il faut qu'on fasse du géomimétisme, quoi. Merci. Je vais donner la parole à Emma, qu'elle puisse poser sa question. Merci Maureen. Bonsoir. Alors, ma question, c'était, donc vous avez évoqué toutes les capacités de la biodiversité à réguler le CO2, entre autres, etc. Or, un autre constat que vous avez fait, c'est que on est face à un changement climatique assez important avec des augmentations de la température, acidification des eaux et des sols, augmentation de la teneur en CO2. Et donc, ma question, c'est est-ce que les capacités de la biodiversité par exemple, à absorber du CO2, elles vont rester les mêmes au vu des changements, les changements de conditions climatiques? Et est-ce qu'on sait quel sera l'impact de ce changement sur, par exemple, la capacité des arbres à absorber autant de CO2? C'est une excellente question. Effectivement, on a des données là-dessus. On sait que les forêts, actuellement, sont en saturation en termes de capacité à absorber le CO2. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas en absorber plus à hectare constant. Et alors que, en fait, il y a 2 siècles, elles n'avaient pas ces niveaux de croisière-là d'absorption du CO2. Effectivement, le changement climatique peut détruire, du moins affaiblir des puits naturels de carbone. Et là, il va falloir mailler un peu plus localement. Il va falloir voir ce qui se passe sur un biotope donné, sur un territoire donné. Il n'y a pas forcément de loi générale sur les forêts, puisque peut-être que le changement climatique, dans certaines zones,
va permettre à des arbres de mieux pousser, va avantager certaines zones et désavantager d'autres. Mais le problème, c'est que les modélisations nous disent que les désavantages risquent d'être beaucoup plus problématiques. Et si on prend le cas du bassin amazonien, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que dans les tipping points climatiques, dans les boucles de rétroaction positive, qui sont donc négatives pour nous, mais on a la question de la transformation de la forêt amazonienne en savane. Une forêt, quand elle est assez grande, elle crée son propre régime des pluies. Les nuages, ils naissent de l'évapotranspiration, c'est-à-dire de la vapeur qui émane de l'océan, mais aussi de ce que rejettent les plantes, de l'eau que les plantes absorbent dans le sol, font passer dans leur tronc, dans leur sève et dans leurs feuilles, et puis transpirent pour actionner tout leur système de, entre guillemets, circulation sanguine à elles. Et donc, on a des flux de vapeur qui s'échappent des forêts et qui stagnent au-dessus des forêts. Et là, les forêts vont être aussi capables de libérer dans l'atmosphère des petites bactéries, des microparticules qui vont faire condenser cette vapeur d'eau et les transformer en gouttes et donc en pluie, et donc se réalimenter en eau. Mais ça marche quand la forêt est très étendue. Et donc, le bassin amazonien, c'est intéressant parce que, en gros, le flux d'eau qui part dans l'atmosphère chaque jour par l'évapotranspiration, il est 9 fois plus important que le débit de l'Amazone. Donc, ça donne, juste pour l'ordre de grandeur. Mais le problème, c'est que quand on a un Jair Bolsonaro qui, en fait, rase à tue-tête ces forêts-là, on peut arriver à un point où la forêt est d'un coup plus assez grande pour maintenir son propre climat. Et donc, les nuages, en fait, vont pas forcément être transformés en pluie tout de suite. Le vent va avoir le temps de décaler le truc. Et finalement, les arbres vont évaporer plus que ce qu'ils vont recevoir en eau. Et donc, finir par s'assécher. Et on peut passer d'une forêt de type pluvial à une savane. Et on a des scientifiques qui nous disent qu'au rythme actuel de la déforestation, d'ici une trentaine d'années, on peut atteindre ce tipping point. Voire même avant, en fait, c'est toujours difficile d'avoir une idée précise. Mais bon. Donc ça, c'est pour les forêts. Donc il faut voir à l'échelle locale. Et puis pour les océans, tu l'as très bien dit, on a des phénomènes d'acidification, des phénomènes de canicule océanique, même 5 fois plus que sur Terre, mais qui sont malheureusement capables de faire blanchir des zones de récifs coralliens entières en très peu de temps, qui sont directement liées au réchauffement climatique, dont la fréquence augmente chaque année. Et le problème, c'est que les coraux, on en a besoin aussi parce qu'un quart des poissons passent sur les récifs coralliens, et donc on a vu le rôle climatique des poissons. Bref. Donc effectivement, en fait, on est dans une course contre la montre. Aussi parce que plus on fera du géomimétisme vite, et plus, quelque part, on tempérera ces effets futurs du changement climatique sur les puits de carbone. Donc en gros, si on plante beaucoup de forêts maintenant, on a plus de chances que dans 30 ans, ça absorbe beaucoup de carbone, et donc que ça limite cet effet du changement climatique sur les puits de carbone. Alors que si on en plante un petit peu par petit peu, en fait, possible que le réchauffement climatique rattrape ces projets de reforestation et fasse mourir les arbres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut miser d'un coup beaucoup pour créer des forêts qui soient assez grandes pour survivre. Voilà. Donc ça nécessite des travaux publics de très grande ampleur, ce que des pays comme la Chine et l'Inde font. Pas toujours très bien. La Chine lutte à un grand projet de freiner l'avancée du désert de Gobi qui inonde Pékin chaque année sous des tempêtes de sable, bref. Et du coup, ils ont, en quelques mois à peine, planté une surface d'arbres équivalent à l'Irlande. Ils ont mis l'armée sur le coup. Bon. Et alors, c'est intéressant. C'est des démarches intéressantes. L'Éthiopie a beaucoup fait ça aussi, mais l'Inde aussi. Mais le problème, c'est les Chinois ont planté des espèces qui n'étaient pas forcément très adaptées. Donc, on a une majorité des arbrisseaux qui sont morts avant de pouvoir grandir. Bon. Donc, on a aussi d'autres projets comme la Grande Barrière Verte en Afrique. Je ne sais pas si certains ici en ont entendu parler. C'est un projet qui était très en vogue il y a 10 ans, qui malheureusement, pour des raisons sécuritaires, pour la situation sécuritaire au Sahel, mais reste un peu en suspens. Mais l'idée, c'était de faire de la Mauritanie jusqu'à Djibouti, mais une immense barrière d'arbres
qui en fait est plutôt une chaîne de fermes agroécologiques, de forêts, bref, mais pour freiner l'avancée du Sahel et du Sahara. Ça, c'est un projet très intéressant, avec des espèces locales, des espèces qui peuvent aussi être débouchés économiques pour les populations locales, etc. Donc ça, c'est des projets que, typiquement, l'Union européenne, la France s'honorerait de pousser par leur politique de co-développement. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, la grande donnée, c'est le temps. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci à vous. On a Emmanuel qui a posé une question. Je vais te donner la parole. Voilà. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci pour la présentation. Tu as insisté sur le fait que la nature était un formidable laboratoire de R&D depuis 3,5 milliards d'années, qu'il fallait qu'on utilise. Et j'avais une question pour ma curiosité intellectuelle, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes? C'est-à-dire pourquoi elles n'absorbent pas aussi cette partie de la lumière visible où il y a un potentiel d'irradiance en termes de watts par mètre carré qui est assez fort. Pourquoi finalement sont-elles vertes et pas noires? Bon. Alors, si on voit les plantes vertes, c'est que les plantes absorbent tout le reste des couleurs. Et donc, la seule couleur qui rebondit quelque part, c'est le vert, enfin, le seul spectre. Alors, il faut savoir qu'une feuille, elle transforme peut-être 2% de l'énergie solaire en action pour la plante, que ce soit en matière organique, que ce soit en autre service pour la plante. La plante, elle n'a pas intérêt à transformer trop d'énergie solaire, parce que ce n'est pas ça le facteur limitant. Militant, ça c'est nous. Mais en gros, si la plante était noire, elle aurait en fait trop d'énergie à disposition. Puisqu'une plante, pour grandir, il lui faut certes de l'énergie solaire, mais il lui faut beaucoup d'autres choses. Il lui faut de l'eau, il lui faut des nutriments, il lui faut du CO2. Et en fait, ce qui est facteur limitant dans la croissance de la plante, ça peut être du fer, ça peut être de l'azote, ça peut être du CO2 parfois, ou de l'eau. Donc, c'est toujours le plus petit dénominateur commun voilà, dans ce qui est disponible pour la plante qui détermine sa croissance. Et donc, voilà. Mais pourquoi le vert alors? Parce que le vert, il se trouve au milieu du spectre, donc il y a un aspect de discontinuité. Ils auraient pu choisir une autre couleur. Alors, certaines plantes ont choisi d'autres couleurs. Certaines plantes sont violettes ou rouges. Mais pour te répondre, en fait, je dois dire que je n'aurai pas de réponse clé en main. Et sur ce que tu dis là, sur les 3,5 milliards d'années de R&D, moi, j'en profite pour insister sur un truc, c'est que le mécanisme bien connu de l'évolution du vivant, c'est la sélection naturelle, qui est quelque chose qui est un mécanisme qui est souvent mal vulgarisé, dans le sens où on caricature le darwinisme comme quelque chose de très la lutte de tous contre tous. Voilà. On observe que dans l'évolution, sont aussi beaucoup sélectionnées des espèces qui collaborent, et par le fait qu'elles collaborent, etc., etc. Enfin, des mécanismes de solidarité et surtout des mécanismes de solidarité interespèces, des symbioses en fait, et que les espèces symbiotiques sont les espèces qui s'en sortent le mieux, tant et si bien qu'aujourd'hui, on a plus de 80%, 85% des plantes qui sont associées avec des champignons. Ce qui n'était pas le cas il y a des millions et des millions d'années. Et la grande règle d'or qui régit les lois de l'évolution, qui régit les lois de la sélection naturelle, c'est je dépense un minimum d'énergie pour obtenir un maximum d'efficacité. En gros, je suis un animal, il faut que j'optimise ma technique de chasse pour limiter ma consommation d'énergie pour choper ma proie. Parce que, en fait, quand les proies se font rares pendant les périodes de crise, de sécheresse, que sais-je, eh bien, c'est ça qui va faire la différence. Parce que si je m'épuise à la tâche et que mon collègue, lui, il a réussi à avoir la proie en ne s'épuisant pas à la tâche, en ne mourant pas de fatigue, c'est lui qui va pouvoir procréer. Et cette règle d'or-là, c'est exactement ce dont a besoin l'humanité. Nous, on a besoin d'un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique.
au-delà de la sobriété et tout. Et l'intuition fondamentale du biomimétisme, pour le coup, elle est là. C'est de dire que c'est ça spécifiquement, en plus du reste, mais qui doit nous intéresser dans la nature. C'est comment on s'en inspire pour faire des machines, pour faire de l'organisation, mais qui soit le plus efficiente possible en termes de rendement énergétique. OK, merci. Merci. Et on a une autre question de Rémi. Alors oui, je vais essayer d'éclairer ça. Quand on a en face de nous des arguments de type comment, parce qu'on a une population croissante mondiale et une demande de confort de plus en plus important, on peut se demander comment défendre l'argument on n'aura pas assez de nourriture pour tout le monde si on respecte les écosystèmes ou enfin je suis un peu l'avocat du diable à ce moment-là, mais comment on contre ce genre d'argument? Bah, c'est pas compliqué. Là, l'agriculture mondiale, elle peut nourrir 12 milliards de personnes. Le problème, c'est qu'il y en a une bonne partie qui est gâchée. 40% de ce que produit l'agriculture n'arrive pas dans les assiettes. C'est gâché à tous les niveaux de la production. Et puis, c'est le système agricole qui est mal foutu, puisque la part de l'élevage est beaucoup trop importante. Puisqu'il faut 21 calories végétales pour faire 1 kg de bœuf, en fait, le rendement énergétique de l'agriculture, il est très, très mauvais. D'autant plus qu'il faut, en agro-industrie, il faut 10 calories fossiles pour produire 1 calorie végétale. Parce que produire des engrais, ça nécessite beaucoup de pétrole. Parce que faire tourner des machines, parce que ceci, cela. Donc, en fait, il faut inverser le problème. C'est-à-dire qu'on a largement de quoi faire en terre agricole et on pourrait même faire produire plus de nourriture avec moins de surface agricole si on végétalisait notre régime. En gros, voilà, 80% des céréales en France alimentent directement le bétail. Mais le bétail, c'est qu'une petite partie de notre apport calorique. Donc, c'est cette déperdition énergétique qu'il faut inverser. Il faudrait, alors, ce que nous disent notamment le scénario After 2050, qui est un peu le mini-scénario du GIEC à l'échelle française sur l'agriculture, mais ils nous disent voilà, il faudrait diviser par 2 ou par 3 notre consommation de viande, de protéines carnées au sens large, en 2050 pour être dans les clous de l'accord de Paris. Ça veut dire, si on divise par 3, non seulement on libère beaucoup de terres qui est censée produire des céréales pour les animaux, donc c'est des terres qu'on peut utiliser pour faire de l'agroécologie peut-être un peu moins productive à l'hectare, mais saine, et c'est aussi des terres qu'on peut utiliser pour les remettre en eau, faire de la reforestation, etc. Mais voilà. Et au-delà de ça, si on réduit la part de l'élevage, donc on libère des terres, mais on fait plus que ça. C'est-à-dire qu'en réincorporant les animaux dans le cycle agricole, on permet de se passer d'engrais et on permet à ces cycles agricoles d'être durables. Dans la nature, il y a toujours des animaux dans les écosystèmes. Il y a toujours des arbres, des plantes et des animaux. Et pour que le système soit durable, il faut faire pareil en agriculture. Il faut toujours qu'on ait des arbres pour entretenir la fertilité des sols, des plantes parce que c'est ce qu'on cultive, et des animaux parce que c'est ce qui va apporter du phosphore, de l'azote. Voilà. Pour la petite anecdote, mais une prairie normande, en fait, séquestre énormément de carbone. Pourquoi? Parce que on a déjà les pas labourés, on a de l'herbe qui pousse tout au long de l'année, mais quand on a des vaches qui broutent dessus, en fait, les bousses de vaches, de par l'azote qu'elles libèrent, vont attirer les vers de terre. Et donc la concentration de vers de terre en dessous d'une bouse, elle est plus importante. Et donc les vers de terre vont faire des bébés, parce qu'ils vont plus se rencontrer. La bouse de vache, c'est une boîte de nuit pour vers de terre. C'est un peu ce qu'il faut. Donc l'animal est hyper important. Il faut le réincorporer. Mais ça veut dire faire de l'élevage extensif et non pas intensif. Et ça veut dire repenser le système agricole pour qu'on ait des éleveurs qui circulent sur les champs, etc., etc. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir diviser par 3 notre consommation en termes de volume. Mais je rassure les amateurs de viande. Moi, je ne parle pas de morale, c'est la question de la viande et tout, de l'antispécisme, c'est un truc que je laisse de côté, mais strictement sur le plan écologique et sur le plan sanitaire, mais on aura de la viande de bien meilleure qualité. Donc les amateurs de viande devraient s'y retrouver aussi. Et voilà, ça c'est une partie de la réponse sur la surpopulation. L'autre partie de la réponse, c'est de dire que
Alors, ce qu'on observe, c'est que dans les pays du Sud notamment, les dégradations des forêts, par exemple, ou des mangroves, elles ont lieu quand on a une population qui est livrée à elle-même. En gros, voilà, je n'ai pas accès à une source d'énergie, donc je vais dans la forêt, je vais braconner du bois, je vais le couper à la machette pour en faire du charbon et pouvoir faire cuire mes aliments. Donc, la conclusion de ça, c'est de dire que pour préserver du braconnage, ça vaut aussi pour les animaux, hein, pour préserver du braconnage, il faut des États qui soient assez forts pour pouvoir offrir du service public à leur population et donc leur permettre de ne pas aller braconner. Et donc ça veut dire que typiquement dans les pays, typiquement du bassin du Congo, où les gens ont beaucoup pris l'habitude d'aller directement dans la forêt pour prélever du bois, mais ça veut dire que de par un co-développement intelligent qui mise sur l'électricité pour changer la façon de cuire les aliments, ou faire des fours qui soient beaucoup plus efficaces, qui ne soient pas foyer ouvert, qui consomment énormément de charbon de bois, mais voilà, beaucoup plus efficaces, en fait, on préserve directement des forêts, on préserve directement des puits de carbone. Donc voilà, encore une fois, il faut toujours avoir une approche un peu macro des problèmes et pas foncer tête baissée. Et puis, bon, je pense que là-dessus, on a voilà, une puissance publique qui est capable de gérer la ressource, de la partager convenablement, bah, ça fait un État qui, au final, ponctionne beaucoup moins sur la nature. Et pourtant, les gens vivent très bien. Donc voilà, c'est un peu ma réponse sur cette question de la surpopulation. Et j'espère qu'elle te conviendra. Eh ben merci, ouais, super. Et, alors moi, il reste encore une question, mais je pense qu'on a le temps d'en faire deux, puisque j'ai une question aussi. Voilà, je me demandais, c'est quelles pourraient être les stratégies pour éviter une récupération néolibérale du géomimétisme. Déjà, on voit qu'il y a des cabinets d'études qui planchent sur, je pense depuis longtemps, sur une financiarisation de la nature, donner une valeur ajoutée aux écosystèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'elle récupère ce concept et qu'elle le positionne en mode business as usual? Ah, j'adore cette question. Bon, il faut pas, enfin, récupération néolibérale, d'accord. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne peuvent pas jouer leur rôle. Dans le sens où aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on vend des solutions de compensation carbone pour des entreprises qui généralement sont des trucs assez faux. Qui sont des trucs, en gros, on fait payer l'entreprise pour, entre guillemets, aller planter des forêts. Donc, absorber ces tonnes de carbone qu'elle émet. Donc, en fait, on lui permet de ne pas taper son cœur de business model pour le décarboner, mais voilà, donc c'est complètement... donc, c'est pas bien. Et puis, ces forêts-là, généralement, elles sont plantées par des entreprises de compensation carbone qui font les choses très mal, puisqu'elles plantent des monocultures d'eucalyptus qui flambent très vite. Bon, c'est très vrai dans le sud de l'Europe. Au Portugal, notamment, on a pu observer ça. Enfin, voilà. Mais des entreprises qui voudraient financer des projets de géomimétisme, je ne sais pas, ça peut être de la replantation de mangroves, par exemple, ou de la replantation de forêts, mais fait bien par des entreprises qui font ça avec différentes espèces, etc. Bah, oui, enfin, pourquoi pas. Après, il faut lutter contre le greenwashing par d'autres moyens, c'est-à-dire leur dire, bon, bah, c'est très bien que vous financiez ces projets-là, vous pouvez les mettre en valeur parce que c'est bien, mais n'oubliez pas, les amis, de taper un peu aussi le cœur du business model. Et ça passe notamment par une réforme de la fiscalité, une réforme de la norme, c'est-à-dire faire en sorte que la tonne de carbone coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est évidemment la moindre des choses. Et en fait, aller dans la contrainte juridique sur les différents cœurs de business model, par exemple, je sais pas, le bâtiment, par exemple, mais passer des lois pour que on arrête le béton classique et qu'on aille sur des bétons bas carbone. Bon. Donc, encore une fois, il n'y a jamais une approche unique. Et sur la récupération néolibérale, moi, je dirais juste que, de toute façon, une politique de géomimétisme ambitieuse, elle a besoin des pouvoirs publics. Parce que ça se planifie, pour utiliser un gros mot. Quand on reforeste, il faut faire ça en fonction des bassins versants, c'est-à-dire pour que le régime des pluies soit
enfin, pour que tous les écosystèmes sur le reste du fleuve soient bien connectés. Donc, il faut une puissance qui soit un peu plus, qui soit capable de dire qu'il faut faire ci, ça, qui soit capable de dégager des ressources, parce que en fait, le privé n'aura jamais assez de ressources pour financer l'ampleur des travaux dont on a besoin. Donc, planification, ressources, R&D aussi, parce que quelque part, si on veut développer l'alguéiculture à grande échelle, il faut aussi qu'on ait des débouchés industriels derrière. Et donc, voilà, il nous faut une économie de la connaissance. Il faut qu'on augmente les budgets de la R&D publique. Il faut qu'on crée des consortiums de recherche sur les nouveaux matériaux qu'on peut fabriquer à partir des algues, qu'on peut fabriquer à partir de végétaux, du chanvre. On sait faire des plastiques de chanvre incroyables, des nouvelles fibres de lin, de chanvre pour faire des vêtements, etc., etc. Mais en gros, voilà, tout ça est lié. Et ce n'est pas le néolibéralisme qui encourage, disons, la bonne R&D. En gros, la recherche publique de fonds qui permet, sur du temps long, mais de développer des produits économes, etc. Donc, disons que, voilà, pour conclure, le libéralisme est incapable d'instrumentaliser le géomimétisme, puisque par nature, le géomimétisme a besoin de l'État, a besoin d'être géré aussi selon des lois de commun. La forêt amazonienne n'appartient pas à Jair Bolsonaro, puisque même si elle est sur le territoire brésilien, en fait, c'est l'ensemble du système climatique qui en dépend. Donc à partir de là, c'est un bien commun mondial. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, un bien commun mondial, ça doit pouvoir se défendre, y compris de manière coercitive. Et ça, c'est le rôle de l'ONU. Enfin, ça devrait être le rôle de l'ONU. En gros, il faudrait qu'on crée des casques verts ou des casques bleu marine pour les zones océaniques au-delà des 200 000 nautiques des États, des zones économiques exclusives, pour empêcher typiquement les immenses flottes de pêche chinoises de piller tous les océans du Pacifique, et donc de détruire la pompe biologique de carbone. Enfin, bref. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que le multilatéralisme montre les muscles, et pour ça, il va falloir des États qui poussent à fond dans cette direction. Ça rejoint une question que j'ai eue tout à l'heure sur l'agriculture, le rôle de la puissance publique dans l'agriculture. Là, c'est pareil. C'est comment est-ce que la France peut-être invente la diplomatie climatique de demain. Donc, pousse pour que l'ONU ait beaucoup plus de pouvoir, pousse pour qu'on ait des flottes de casques bleu marine, pour qu'on ait des bataillons de casques verts qui aillent défendre les biens communs mondiaux qui seront définis par l'ONU, évidemment dans le respect de la souveraineté des États, mais dans les limites de la protection de ces puits. Enfin, bref. Donc voilà, c'est fascinant de réfléchir à toutes ces questions de c'est quoi la diplomatie climatique qui peut permettre un essor du géomimétisme, mais c'est des questions dont on va avoir besoin de tous les cerveaux pour y plancher. Il y a surtout, y compris Sciences Po, y compris les écoles d'ingé, les écoles de management de Grenoble. Voilà, on a besoin de vous. Merci. Trop bien. Du coup, il y a Fanny qui a une question. Je te donne la parole. Merci. Du coup, c'est un petit peu la suite de la question précédente. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'échelle citoyenne pour mettre en œuvre le métier pour travailler dans ce domaine? Voilà. Je n'ai pas entendu toute la question, mais je la devine un peu. La deuxième partie de ta question, c'est est-ce qu'il y a des métiers qui peuvent... Oui, est-ce qu'il y a des métiers pour travailler dans ce domaine du géomimétisme, pour développer, pour faire des projets, etc. C'est quoi les types de métiers? Bon, sur la question des métiers, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des métiers directs et il y a des métiers indirects. Les métiers directs du géomimétisme, ça peut être être pépiniériste, gestionnaire de forêt, garde champêtre, cultivateur d'algues, etc., etc. Les métiers indirects, qui sont tout aussi importants, c'est ceux qui vont planifier ça, ceux qui vont faire de la R&D pour pousser ça, ceux qui vont organiser les chaînes logistiques sur le terrain, ceux qui vont faire des bioplastiques d'algues en débouché, ceux qui vont travailler le bois agroforestier pour les bâtiments, etc., etc. En gros, l'idée, c'est de dire que, bon,
le géomimétisme, c'est à la fois une discipline, mais c'est aussi une base pour un ensemble de filières économiques dans lequel il y a tout un tas de métiers très différents, qui sont plus ou moins éloignés du cœur du géomimétisme, mais qui sont tout aussi importants, puisque dans une chaîne, on a besoin de tout le monde. Et sur la question de l'échelle citoyenne, je dirais plusieurs choses. Déjà, il y a des choses à faire en termes de lobbying citoyen, y compris à l'échelle de collectivités locales, de communes, de tout ce qu'on veut, pour, je ne sais pas moi, remettre en eau des zones humides, défendre des zones humides, défendre des sols agricoles quand on a effectivement un PLU qui est violé par des promoteurs véreux. Donc ce contrôle citoyen à l'échelle du territoire. Et puis, qui dit citoyen dit un pouvoir politique. Le citoyen, il a un bulletin de vote, donc c'est pas grand-chose, mais c'est déjà immense. Enfin, disons qu'une fois tous les 5 ans, c'est immense. Et il s'agirait de trouver, d'élire des gens qui aient comme volonté d'utiliser toute la puissance publique pour opérer ces changements-là. Donc ça aussi, c'est une casquette du citoyen qu'il faut jamais oublier. Voilà. Merci. Merci. Et peut-être il reste encore une question. Peut-être pour avancer la conclusion, pour toi, quelles seraient les prochaines échéances, les prochaines étapes à franchir pour vraiment s'orienter vers la neutralité bas carbone et respecter la courbe des 2 degrés, voire 1,5. Waouh. C'est la fin de cette conférence ou c'est le début de l'autre? Parce que là, waouh. Bon, en termes d'échéance, voilà, à l'armée, on dit que le débutant parle de stratégie, l'expérimenté parle de logistique. Donc, quand on parle de logistique, on parle d'échéances concrètes. Et parmi les échéances concrètes, on a la COP 26 qui arrive bientôt. Et une COP, c'est toujours un match entre des États qui veulent pas faire grand-chose, et une société civile qui est très active et qui réussit à faire du climat un grand thème partout dans les pays, mais en gros qui mettent la pression sur leurs décideurs. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que la COP, c'est en novembre, normalement, hein, sauf Covid, voilà. Mais du coup, ça veut dire que par notre activisme, on est capable de faire monter le climat sur l'agenda politique. Ça veut dire des marches, ça veut dire tout un tas d'actions qui restent à inventer, ça veut dire des combats, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième échéance, c'est 2022. C'est l'élection présidentielle qui se profile et qui arrive très vite. Là, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas rentrer dans un débat politique là. On peut s'en tenir à avoir un œil évidemment sur les programmes, sur la sincérité de ceux qui les portent, c'est toujours pareil. Mais on peut aussi être proactif sur l'aspect soumettre des idées à tel ou tel candidat. Et que si un candidat qui a, disons, entre guillemets, les bonnes idées sur ces questions-là, il se trouve qu'il est en dynamique et qu'il est en position de gagner, pour moi, hein, mais ça c'est mon opinion personnelle, hein, mais pour moi, ça sera un devoir de l'aider. Dans le sens où, à un moment, voilà, c'est peut-être pas très... à un moment, la France est comme elle est, la France est un pays centralisé, l'État a beaucoup de pouvoir, l'État fait croire qu'il en a moins depuis 40 ans, parce que ça s'appelle le néolibéralisme, et ça s'appelle des gens qui sont à la tête de l'État, mais contre l'État et qui le détruisent. Le fait est que quelqu'un qui tient la Ve République, il a toutes les latitudes pour aller très vite sur les questions de transition écologique. Voilà, ça veut pas dire qu'il ne faut pas démocratiser la Ve République ou passer à la 6e. Ce n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité à faire gagner la personne qui permettra de mobiliser toute la puissance publique au service du climat, parce que on n'a pas le temps. Et que 2027, c'est très très loin. Et que en fait, c'est une responsabilité qui nous dépasse. Et je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Mais l'idée, c'est en fait, on est français. On est français, ça veut dire que on a un rôle particulier. Et ça, voilà, on ne l'a pas choisi, nous, à notre petite échelle, mais c'est comme ça. Dans le monde,
on regarde ce que fait la France, et quand la France gronde, en fait, de par son poids culturel, de par son poids historique, et c'est très vrai dans beaucoup de, entre guillemets, élites un peu cultivées de beaucoup de pays du monde, et surtout beaucoup aussi des pays du Sud. Mais le pays qui a fait la révolution, le pays qui a apporté les droits de l'homme, même s'il a été dévoyé par des élites, bref, même s'il a été dévoyé, il conserve une influence. Et dans les couloirs de la diplomatie climatique, dans les COP, c'est vraiment des diplomates français qui font l'essentiel du boulot. La France, c'est le 3e réseau diplomatique au monde. Et jusqu'à il y a 5 ans, c'était le 2e. La Chine nous est passée devant, mais bon. Donc, c'est tout un tas de leviers qui fait que une France pro-climat, elle peut avoir des effets bénéfiques sur le climat, mais bien au-delà de ses frontières. Et qu'elle a vraiment beaucoup d'armes à sa disposition. Des armes contraignantes, des armes culturelles, et qu'en tout cas, il va falloir qu'on déploie toutes ces armes. Voilà. Super. Eh ben, merci. Et là, j'ai plus de questions. Il y a, juste un petit commentaire de Stéphanie qui dit il est également urgent de sanctionner ceux qui dégradent la biodiversité. Et oui, totalement. Donc, super. Merci à toutes et à tous d'avoir participé au webinaire. Merci à toi, Pierre Gilbert, pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, demain, on se retrouve pour une conférence sur la collapsologie. Est-ce que on doit penser collapso ou est-ce qu'il y a des alternatives à l'effondrement? Ah, et juste, il y a une question d'Ewen, si tu peux conclure sur quel est ton parcours? Mon parcours? Diplôme, universitaire, je pense, et puis professionnel. Sciences Po Grenoble, justement. Master technique sciences et décisions, un double cursus avec l'INP Grenoble, l'école polytechnique de Grenoble. Master qui était dédié à la question de la transition écologique, grosso modo, mais plutôt sous le prisme des politiques publiques. Ensuite, j'ai travaillé pour le ministère des Armées, j'ai fait de la prospective en matière de risque climatique pour Ballard. En gros, j'expliquais à l'armée française avec mes collègues, mais ce qui allait se passer, comment le changement climatique dans certaines zones, donc forcément l'Afrique, forcément l'Océanie, des zones qui intéressent le ministère, mais comment est-ce que le changement climatique allait catalyser des risques. En gros, typiquement, affaiblir économiquement des populations et les rendre plus vulnérables à l'intrusion de groupes djihadistes qui, en rôle, cachent sur la misère des combattants. Bref, pour faire très, très vite. Et puis, j'ai continué un peu dans cette voie de la prospective climatique dans le monde de l'entreprise, maintenant au sein d'un petit cabinet de conseil. Et par ailleurs, j'ai dirigé pendant 3 ans la rubrique écologie du média Le Vent se lève, que peut-être ici certains connaissent. Et puis, depuis quelques temps, je suis très actif aussi au sein de l'Institut Rousseau, qui est un think tank de politique publique très orienté reconstruction écologique, qui est présidé notamment par Gaël Giraud, que peut-être aussi certains connaissent ici. Voilà un peu. Et merci beaucoup à vous pour l'invitation. Je suis vraiment ravi. Et puis, au plaisir d'en faire physiquement à Grenoble. Oui. Et vous avez bien de la chance d'avoir les montagnes et tout ce qui va avec, parce que je veux dire qu'à Paris, c'est pas, surtout confiné, c'est pas si joyeux. Bon, mais on garde le moral et le combat aide pour garder le moral et on sait qu'on a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.